Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Média TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Comme c'est le cas chaque année, les exercices de la 19e édition de l'exercice African Lion se sont déroulés dans plusieurs régions du Maroc. Il s'agit de l'un des exercices militaires les plus importants sur le continent africain auquel participent les forces armées des États-Unis. L'exercice African Lion 2023 a réuni cette année 18 pays participants et 20 autres en qualité d'observateurs. Plus de 8000 soldats ont pris part à ces exercices conjoints à travers 7 régions du Maroc. African Lion reste un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des derniers développements de ces manœuvres militaires et nous verrons pourquoi cet exercice est si important. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un expert militaire américain qui connaît bien ces manœuvres African Lion, ainsi que les questions militaires au Moyen-Orient et en Afrique. Il s'agit de David Desroches, colonel américain à la retraite, qui enseigne aujourd'hui au Near East Center for Strategic Studies. Il a été directeur des politiques de défense dans le Golfe Persique, a également travaillé au bureau du secrétaire américain à la Défense en tant que responsable des opérations de l'OTAN et directeur adjoint des forces de maintien de la paix. Soyez le bienvenu, Monsieur Desroches, mais si vous le permettez, nous allons commencer avec notre chroniqueur Georges Lindrit. Georges, nous parlons généralement dans le cadre de cette émission de ce qui se passe sur le plan militaire et des mouvements des forces armées dans tel ou tel pays. Avant d'évoquer certains des détails importants qui distinguent cette édition African Lion 2023 des précédentes, je voudrais commencer par rappeler quelques faits. Rappeler qu'aux États-Unis, le général Charles Bowen, qui commandait l'armée de l'air, a été nommé il y a quelques semaines au poste de chef d'état-major par le président Joe Biden. Il a donc remplacé le général Mark Milley pour diriger l'ensemble des forces armées américaines. Revenons maintenant à African Lion. Comme nous l'avons déjà souligné sur ce plateau lors de précédentes émissions, les risques ne cessent d'augmenter en Afrique. D'un côté, les mercenaires russes de Wagner étendent leur présence sur le continent. L'Iran, lui, fournit des drones à l'Algérie pour armer les milices du Polisario. Quant à Alger, elle signe des contrats portant sur des milliards de dollars avec Moscou, alors même que la Chine étend sa présence en construisant de nouveaux ports en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Heureusement, de son côté, le Maroc a fait de grands pas pour renforcer ses relations avec les États-Unis et élargir sa coopération de défense avec Israël. Le Royaume du Maroc, qui est l'un des leaders régionaux, lutte contre l'expansion non seulement des forces iraniennes, mais aussi de ses idées extrémistes. D'ailleurs, la visite de la première dame des États-Unis, Jill Biden, est une preuve de l'amitié séculaire qui lie le Maroc et les États-Unis. Alors, Georges, pouvez-vous nous éclairer sur la dimension de cet exercice African Lion dans ce contexte de tensions et de changements majeurs qui secouent le monde? This is an important exercise. It's obviously the biggest one, but I think it's important every year. But I think this year. Écoutez, il s'agit d'un exercice militaire de haute importance, une importance qui ne cesse d'augmenter chaque année. Mais vous avez raison, car l'exercice de cette année est le plus important en raison de l'escalade des menaces dans la région. Je peux vous confirmer que l'exercice African Lion 2023 est très pratique car il a réuni cette année 18 pays participants. Vous ne gagnerez pas un championnat simplement parce que vous avez des superstars, mais elles doivent toutes s'entraîner pour s'entendre. En outre, un tel exercice militaire envoie un message clair aux ennemis de la liberté, de la paix et de la sécurité, affirmant que le Maroc, les États-Unis et les
tous les pays participants sont prêts et en état de vigilance constante. Because I think that sends a very strong message, and I think that's an important message because I think strength is something that helps. Il s'agit d'un message fort et important et ces manœuvres militaires sont utiles car ils abordent ce point de la paix et la sécurité. De plus, il est communément admis que pour garantir la liberté, il faut être vigilant et prudent sur la scène internationale. So I think this shows vigilance. That's also important. Dave, vigilance and Alors, si je comprends bien, tout est lié à la vigilance et à la prudence. David, vous êtes un officier, vous avez passé beaucoup de temps en Afrique, au Moyen-Orient. Ce que je voudrais souligner ici, c'est l'importance de l'exercice African Lion du point de vue de la doctrine militaire américaine. Et il y a certainement des raisons pour lesquelles nous y consacrons tant de temps, de fonds et d'efforts. Alors, quelles sont-elles? Et en quoi ces exercices contribuent-ils à notre sécurité nationale? C'est une question très intéressante. En effet, quand on regarde comment les États-Unis évaluent les opérations militaires à l'étranger, le dilemme est la capacité de travailler ensemble, car les États-Unis ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tout faire seuls, mais qu'ils avaient besoin de partenaires et d'alliés. Lorsque j'étais en Bosnie, les soldats marocains gardaient la base militaire où je travaillais. Cela signifie que nous devons avoir des relations étroites pour savoir comment se passe l'exécution et la nature du système d'opération et comment fonctionne l'armée marocaine. D'ailleurs, African Lion reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et à renforcer l'échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Cela permet aux deux parties de connaître le fonctionnement de chacune d'entre elles et de comprendre également leurs forces et leurs faiblesses. En outre, il est important de mentionner que deux des principaux événements d'exercice African Lion seront des exercices d'aide humanitaire. Il faut savoir que lorsque les États-Unis mènent des exercices en Afrique, ce n'est pas souvent à des fins de guerre. C'est un point important. Comme faire face à Ebola, ainsi un aspect majeur de ces exercices militaires consiste à gérer, à préparer le processus d'aide humanitaire et à identifier les emplacements de stockage et d'approvisionnement et à identifier également les capacités des aéroports et des ports maritimes en matière des fournitures humanitaires. L'idée est de s'entraîner en temps de paix pour saisir d'une manière claire tous les scénarios possibles. Bien. Et il est important de se rappeler que ce ne sont pas des exercices pour tuer des gens, mais plutôt pour les aider. Laissons, si vous le voulez, de côté le volet humanitaire de ces exercices. Nous menons des manœuvres partout dans le monde. African Lion sont les plus importantes en Afrique et nous comprenons la valeur de tels exercices militaires quand ils sont menés en Asie ou en Europe, où il y a des forces opposées comme la Russie et la Chine, ou même au Moyen-Orient, du fait de la menace iranienne. Mais la question est contre qui s'entraîne-t-on en Afrique? En fait, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie ont les plus grandes forces et ils ne constituent pas une menace pour nous. Alors contre qui s'entraîne-t-on en Afrique? C'est une excellente question. Tout d'abord, lorsqu'une manœuvre militaire voit le jour, elle se déroule sur certains terrains. Mais le vrai bénéfice se récolte sur d'autres. La coopération militaire bilatérale entre les États-Unis et le Maroc a commencé depuis les années 90. Cette coopération reste un rendez-vous incontournable qui dresse un jalon supplémentaire aux excellentes relations qui lient les deux pays. D'ailleurs, la collaboration mutuelle entre nous et les forces armées royales du Maroc en Bosnie entre 1999 et 2000 est un bon exemple. En fait, les techniques
techniques militaires sont les mêmes, que ce soit en mer Adriatique, dans les forêts ou dans le désert. Lorsque vous regardez l'Afrique en général, vous trouverez de nombreux États fragiles et les puissances qui dirigent les États sont récentes et n'ont peut-être pas existé en tant qu'État avant 1960. La véritable menace en Afrique n'est pas principalement l'utilisation de la violence par un État contre un autre, mais plutôt la menace de la désintégration de l'État et la montée d'acteurs pervers qui ne représentent pas la légitimité. Ainsi, les forces armées de nombreux pays africains sont les institutions gouvernementales les plus efficaces, car elles répondent aux catastrophes, aux urgences et aux défaillances des infrastructures. De ce fait, la collaboration avec les gouvernements légitimes reste le meilleur moyen de soutenir les activités des pays africains. OK. David, il est important, comme vous l'avez dit, de préciser que l'exercice African Lion ne prépare pas l'affrontement d'un pays contre un autre, comme c'est le cas de la Chine contre Taïwan ou de la Russie contre l'Europe, par exemple. En fait, African Lion vise plutôt à renforcer et à soutenir la stabilité des pays africains et à les aider, comme le fait d'ailleurs le Maroc, qui est toujours considéré comme un acteur de premier plan dès qu'il s'agit de soutenir ses frères africains et développer leurs capacités. Mais si vous examinez la liste des équipements militaires utilisés dans le cadre de ces exercices, vous trouverez des munitions réelles pour les manœuvres maritimes et aériennes, des avions cargo C-130, des avions de ravitaillement KC-135, des avions de combat F-16, ainsi que des bombardiers, en plus de l'entraînement pour faire face aux risques NRBC, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Mais la question ici est de savoir quel est le rôle des F-16, des B-52 ou des B-2 dans la confrontation avec Al-Qaïda ou Daesh ou avec les forces de Wagner, qui sont toutes considérées, avec leurs armes conventionnelles, comme une menace pour la stabilité des pays où ils se trouvent. Je ne comprends pas bien la relation entre les armes de dissuasion que vous avez mentionnées et les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés au niveau du continent africain. C'est un point très important et c'est difficile à faire valoir. L'idée est que si un pays décide d'intervenir dans un conflit, il contrôle tout d'abord la région pour faire ce qu'il veut. Par exemple, s'il y a un État en faillite, comme nous l'avons vu au Sahel, où il y a des groupes voyous qui contrôlent les armes de l'État, alors les forces armées doivent faire face à ces groupes voyous en vue de distribuer des aides humanitaires, comme la plupart de nos missions l'ont été en Afghanistan, par exemple. La fourniture des approvisionnements alimentaires pour la population des villes isolées. Il devient plus difficile d'opérer s'il n'y a pas de contrôle tactique absolu. Lorsque j'étais en Afghanistan en 2002, je pouvais conduire un Land Cruiser à 4 roues motrices avec de l'artillerie et 2 mitrailleuses et l'emmener partout où je voulais aller. Si nous n'avions pas un contrôle tactique total, nous ne pourrions pas faire cela. Il faut savoir que si la situation aux États-Unis et chez ses alliés devient nécessaire pour intervenir, les États voyous se rendront compte qu'ils ne pourront pas nous défier. Nous allons maintenant faire une courte pause. Nous venons d'entendre les informations précieuses d'un expert militaire américain. Nous en saurons davantage dans quelques minutes. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur l'exercice African Lion 2023 qui s'est déroulé comme ça a toujours été le cas au Maroc. Nous accueillons aujourd'hui le colonel David Desroches qui dirige actuellement le Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. David, vous avez parlé de contrôle tactique en cas de désintégration d'un pays ami. Nous voulons bien évidemment lui apporter un soutien et nos alliés aussi. Pour cela, nous devons sécuriser les aéroports et les ports et nous assurer que nos forces ne seront pas en danger. Et c'est la raison d'être de ces exercices. Alors, pouvez-vous imaginer un scénario spécifique en Afrique
pour lequel nous devrions déployer un aussi grand nombre de forces que dans cette opération African Lion? Oui, je pense que cela pourrait arriver s'il y avait une attaque majeure, par exemple, qui isolerait une ville ou un grand groupe d'Américains. Nous avons vu auparavant des prises d'otages dans une installation de traitement du gaz naturel en Algérie, ainsi qu'en Libye. Et dans certains cas, les Britanniques sont intervenus pour libérer les étrangers. En fait, il y a une situation plus probable dans laquelle une catastrophe naturelle se produit en même temps qu'un pays fait face à une rébellion ou à une mauvaise récolte à cause de laquelle il y a une famine généralisée dans la région du Sahel, où de nombreux groupes voyous opèrent. Pour que les États-Unis puissent intervenir et fournir une aide humanitaire, ce sont les forces armées qui sont en mesure de mener des opérations d'intervention opérationnelle rapides et d'assurer la sécurité. Cela nécessite une importante composante sécuritaire pour permettre le fonctionnement normal de la vie humaine, mais cela n'est pas comparable à ce que les États-Unis ont fait en Sierra Leone lorsqu'ils sont intervenus au Libéria en 1995. C'est un bon exemple. Libéria 1995. Quel est le niveau de force qui était impliqué là-bas? La même brigade qui participe à l'exercice African Lion, qui est la Southern Action Force, basée en Italie. Et y avait-il des partenaires africains qui travaillaient avec nous? Oui, il y avait au niveau des officiers du rang et des officiers de liaison au début, et sur la base de ces expériences, les États-Unis ont commencé à établir le groupe ECOWAS dans les sociétés ouest-africaines et à armer les forces africaines pour qu'elles puissent mener à bien leurs tâches. Bien, nous venons de bénéficier d'un éclairage très instructif de la part du colonel David Desroches sur la portée et sur les enjeux de ces exercices. David, je voudrais me concentrer davantage sur le Maroc. Lors de la réunion de planification finale d'African Lion, j'ai noté qu'il était prévu d'utiliser le système d'artillerie américain HIMARS. Il s'agit de l'acronyme de High Mobility Artillery Rocket System. On en a beaucoup parlé récemment car plusieurs batteries de ce type de lance-roquettes ont été envoyées aux Ukrainiens et le gouvernement américain a récemment accepté de vendre un tel système au Maroc. Alors à cet égard, j'ai deux questions à vous poser. Pouvez-vous nous expliquer la particularité de HIMARS et sa valeur? Et comment voyez-vous son intégration dans le dispositif militaire marocain? Permettez-moi tout d'abord de commencer par parler de la structure des forces armées royales. En fait, l'armée marocaine est dans une large mesure une armée qui s'appuie sur l'artillerie et qui a une grande histoire dans ce domaine. Le Maroc a une longue et glorieuse tradition militaire et l'école royale d'artillerie de Fès est le centre d'excellence dans les affaires d'artillerie au niveau de l'Afrique. D'ailleurs, les systèmes d'artillerie HIMARS arrivent à un moment où le royaume du Maroc sort de l'artillerie qui lance des roquettes vers un système d'artillerie de précision. L'avantage est que ce sont des systèmes plus précis dans une large mesure. Il s'agit d'un système qui offre un choix de missiles entre explosifs, munitions et ogives à fission en fonction des cibles à atteindre. Ainsi, cela augmente la portée des bombardements avec une certaine précision. Ce sont des systèmes de missiles qui sont installés sur des véhicules à 4 roues motrices qui peuvent être lancés. Puis, les véhicules se déplacent rapidement car nous avons appris de l'Ukraine que l'utilisation d'un HIMARS dans un emplacement fixe offre une excellente occasion pour l'ennemi de localiser le canon après avoir tiré le missile. De ce fait, un canon d'artillerie mobile ou un canon automoteur reste l'orientation de l'avenir. Ainsi, les missiles HIMARS préservent l'excellente réputation de l'artillerie marocaine au fil des décennies.
how much Quelle est farther la portée maximale de l'artillerie des forces armées royales du Maroc? Morocco's current artillery range? Je pense que la portée la plus éloignée de l'artillerie marocaine dans le canon Howitzer de 155 mm est d'environ 20 km, tandis que le HIMARS atteint une distance de plus de 100 km. Le Maroc a des missiles avec une portée plus longue, mais pas comme le HIMARS. Accuracy. And Et ces missiles sont-ils équipés d'un système d'identification de cibles? how you get the accuracy? C'est une très bonne question. Avec la tendance moderne des munitions, il existe 2 ou 3 modes. Les ogives sont équipées de systèmes de positionnement GPS, mais si ces systèmes sont obstrués, il est généralement possible de revenir au programme d'origine. Dans le cas des missiles HIMARS, le missile détermine la portée qu'il atteindra et la cible à atteindre. La distance est déterminée en comptant le nombre de rotations du missile après son lancement et en calculant l'effet du temps de rotation sur la distance au sol. Même en cas de guerre électronique visant à brouiller les messages GPS, le missile HIMARS peut continuer à se déplacer et atteindre la cible. Now, there was some talk last year about Il y a eu des rumeurs l'année dernière concernant le transfert d'African Lion hors du Maroc, ce qui ne s'est jamais produit, et je ne vois pas comment cela pourrait arriver, et même s'il y avait une réelle volonté de transférer ailleurs ces manœuvres. Il faudrait alors trouver un pays suffisamment grand, avec des forces militaires bien structurées, qui serait prêt politiquement à coopérer avec les États-Unis comme le fait aujourd'hui le Maroc. Pensez-vous qu'un autre pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Éthiopie pourrait faire l'affaire? Le Maroc possède l'une des 3 armées les plus puissantes en Afrique. Le niveau professionnel de l'armée marocaine est très singulier et je ne vois pas d'alternative au Maroc à cet égard. Getting back to what we were talking about with George at the beginning of the show. Pour en revenir à ce dont parlait Georges, en plus de la coopération technique et militaire avec les États-Unis, il y a une volonté politique de partenariat bilatéral, une proximité qu'on ne trouve pas ailleurs. And privately, that there just isn't anywhere else. C'est là la véritable source de la force du Maroc d'un point de vue américain, car de nombreux pays africains, à mon avis, vivent encore une étape postcoloniale et leurs dirigeants se comportent encore comme s'ils étaient dans les années 50 du siècle dernier. Cependant, le Maroc a une vision prospective et se rend compte que le partenariat avec l'Occident a un impact clair en faveur du peuple marocain et souhaite donc poursuivre ce partenariat en vue de soutenir la stabilité des pays voisins. C'est vrai, et quand on parle de perspectives d'avenir, on ne peut pas faire table rase du passé et on ne peut pas effacer les choix de l'Algérie sur le plan des fournitures militaires. Si le Maroc dispose aujourd'hui de F-16 et d'équipements navals américains, demain peut-être de HIMARS, l'Algérie, elle, a acquis des armes russes pour 17 milliards de dollars. L'Algérie est généralement l'un des plus grands importateurs d'armes russes, en plus de l'Inde et de la Syrie, qui sont les plus grands pays qui achètent les armes russes. En tant qu'expert militaire, avec une certaine connaissance des systèmes, de la géographie militaire et de la planification des missions, comment évaluez-vous l'armement du Maroc, essentiellement d'origine américaine, et celui de l'Algérie, composé de fournitures russes? Permettez-moi de commencer par dire que moi, personnellement, je pensais que la Russie envahirait l'Ukraine en 3 semaines, et je me trompais. Donc, d'une manière générale, les équipements russes de guerre sont moins avancés, mais ils sont plus résistants. Quant au matériel militaire américain, il apporte souvent des solutions intelligentes, mais les prix des pièces de rechange sont très chers car il est spécialement conçu pour chaque système d'armes. Si une pièce fonctionne mal, elle doit être envoyée aux États-Unis, tandis que les pièces d'armes russes restent remplaçables et moins chères.
En comparant les armées russes avec celles des États-Unis, nous constaterons qu'elles sont de qualité bien inférieure. Mais pour les armées qui ne disposent pas d'industrie d'artillerie locale, les armes russes deviennent parfois meilleures. Mais le plus grand danger n'est pas l'équipement militaire, mais plutôt la théorie du leadership et de la stratégie qui régit le processus de vente des armes russes. Ce que nous avons vu en Algérie, c'est que la plupart de ces dirigeants ont été formés en Union soviétique selon le système russe qui n'encourage pas les jeunes dirigeants à être proactifs avec une certaine réflexion stratégique et tactique, mais encourage plutôt l'obéissance et le respect des délais. Si tout se passe bien sur le champ de bataille, les choses opèrent efficacement, mais nous avons vu dans la plupart des cas plusieurs gloires des forces ukrainiennes contre les Russes. Chers téléspectateurs, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Bien évidemment, la balance penche en faveur du Maroc, qui mise sur le leadership, l'innovation et un partenariat fort avec les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que la coopération avec le Maroc est quelque chose qui plaît énormément aux Américains, que ce soit au niveau d'African Lion ou dans d'autres domaines. Je tiens à remercier notre invité, le colonel David Desroches. Merci également à notre chroniqueur Georges Lindrit. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.